Salut, aujourd'hui on a pas mal de choses à aborder parce que je vais vous expliquer dans les grandes lignes comment je prépare une semaine de rando aventure. Il y a pas mal de choses à voir, donc on va essayer de regarder tout ça dans la globalité. On rentrera dans le détail un petit peu plus tard, mais ça vous donnera un petit peu une idée aussi de l'ampleur du travail qu'il y a sur cette chaîne YouTube pour ensuite vous expliquer toutes ces étapes-là. Donc j'espère que ça vous donnera un bon aperçu de par où commencer et puis quelles étapes suivre pour préparer votre voyage. Alors c'est parti, on y va. Alors première chose, quelle définition je donne à une rando aventure en quelque sorte. Je vais vous donner ma définition, vous probablement que vous faites des vacances un petit peu différentes, que vous avez des envies différentes, mais comme ça vous permet de voir quelle approche j'ai et vous pourrez adapter par rapport à ce que vous cherchez. Donc déjà, pour moi, une semaine de rando aventure, c'est une semaine de rando sans hébergement. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a pas de nuit d'hôtel, il n'y a pas de refuge, il n'y a pas de camping dans le sens on se retrouve avec plein d'autres gens dans un endroit pour camper. Donc pour moi, l'idée, c'est de dormir dans la nature. On se balade, on trouve un endroit sympa, on plante la tente ou on plante le tarp ou on dort à la belle étoile. C'est chacun selon ses goûts, mais on est tout seul dans la nature. Voilà, ça c'est l'idée. Et puis c'est une semaine de rando, donc il y a quand même de la marche, et l'idée c'est de ne pas rester au même endroit pendant une semaine, mais de se balader, d'explorer et découvrir des nouvelles choses. Deuxième chose importante dans ma définition, c'est un itinéraire personnel, c'est-à-dire que c'est vous-même qui faites votre itinéraire. Vous pouvez quand même vous inspirer éventuellement de ce que font d'autres personnes sur Internet, parce qu'il y a plein de gens qui partagent leur voyage sur Internet, il y a plein de choses super intéressantes, des forums et tout. Donc c'est toujours intéressant de voir ce que font les autres et puis de voir un petit peu leur compte rendu pour déterminer, ça c'est un coin pas trop intéressant, là c'est intéressant, ou bien là c'est très sauvage, là c'est pas très sauvage, enfin voilà. Parce que quand on regarde sur une carte, on n'a pas forcément idée de tel sentier de randonnée est très fréquenté, ou dans telle région il n'y a personne, enfin voilà. Donc voilà, l'idée c'est de faire votre itinéraire personnel, même si ça s'inspire des autres, vous mettez votre patte. Et vous verrez que c'est quand même super sympa de préparer soi-même son itinéraire. Et on part déjà un petit peu en voyage quand on est en train de préparer son itinéraire. Donc c'est vraiment une étape que moi personnellement j'aime beaucoup. Et enfin, dernière chose, pour moi, il y a l'ingrédient qui est indispensable aussi, c'est qu'il y ait du dépaysement. Moi personnellement, je ne vais pas aller faire une semaine de randonnée dans les montagnes ou dans la forêt juste à côté de chez moi. J'ai besoin de partir dans un endroit que je connais pas ou très peu, et de voir des autres paysages, de voir des autres fleurs, des autres arbres, d'autres animaux, voilà. Donc pour moi c'est une composante importante qui fait que je me sens vraiment ailleurs, quoi, que ça permet complètement de déconnecter. Et par contre ça fera qu'il y aura des inconnus. Dans la préparation déjà, par exemple quel type d'animaux je peux rencontrer, est-ce qu'ils sont dangereux ou pas, enfin voilà, quel type de température il va faire, est-ce qu'il fait très froid la nuit, très chaud la journée, etc. Et donc ça, on peut s'y préparer. Et il y a aussi des inconnus qu'on verra sur le terrain auxquels on ne peut pas forcément se préparer. Et où là, l'idée, c'est que dans la préparation de notre voyage, on ait les armes pour qu'une fois sur place, on puisse s'adapter. Voilà. Donc on verra tout ça ensemble. Alors, première chose à choisir, c'est le pays dans lequel vous allez aller, le lieu dans lequel vous allez aller, l'environnement que vous allez choisir. Alors déjà, l'environnement, je pense que c'est la première chose à choisir. Donc par environnement, j'entends à la mer, à la montagne, en forêt, dans une plaine, dans un désert, un endroit où il fait chaud, un endroit où il fait froid, enfin voilà, c'est un petit peu ça. Donc là, ça peut être selon vos goûts. Par exemple, vous aimez tout le temps aller sous les tropiques, donc vous allez chercher un truc sous les tropiques. Moi, je sais que personnellement, ça change un petit peu d'année en année. Il y a des années où j'ai vraiment envie d'aller dans des coins très au nord, Écosse, Norvège, des trucs comme ça, des pays un petit peu sauvages, voilà. Et d'autres fois où j'ai peut-être plus envie d'aller dans des pays chauds ou d'aller dans des endroits où il y a des grandes montagnes ou plutôt d'aller que dans la forêt, enfin voilà. Les envies peuvent changer d'une année à l'autre, il n'y a pas de problème. Une fois que vous avez votre environnement, il va falloir choisir un pays. Donc déjà, le pays, vous allez le choisir un petit peu en fonction de l'environnement, c'est-à-dire que si vous voulez aller dans un désert, vous n'allez pas partir en Belgique. C'est un petit peu logique, quoi, finalement. Donc ça, c'est déjà une chose, ça va déjà réduire le nombre de pays possibles. Et ensuite, évidemment, ça va dépendre de votre envie, ça va dépendre du type de nature qu'il y aura là-bas. Et ça va beaucoup dépendre aussi de la saison dans laquelle vous partez et du prix que vous êtes prêt à mettre. Parce que voilà, si j'ai envie de partir en forêt, par exemple, et que je peux faire mon voyage que fin novembre, je ne vais pas forcément aller en Russie. Je vais peut-être aller dans l'hémisphère sud ou près de l'équateur. Ça, c'est en termes de saison. Par contre, en termes de prix, au mois de novembre, je vais me dire, bon, si je vais aller près de l'équateur ou à l'hémisphère sud, ce sera peut-être un peu cher et tout.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme forêt sympa en Europe au mois de novembre? Je vais peut-être aller voir dans le sud. Enfin voilà, ça vous donne un petit peu des idées. Donc ça va être des critères qu'il va falloir prendre en compte. Par exemple, moi cette année, j'avais très envie d'un coin très sauvage où il y a vraiment très peu de contact avec la civilisation, de la forêt et de l'eau et un petit peu de montagne. Et donc pour ça, moi j'ai choisi d'aller en Norvège. Et je sais aussi que je vais y aller cet été, donc ce sera un moment où en Norvège les conditions météo seront très bien, il n'y aura pas de souci. Et puis en termes de prix, je sais aussi que c'est pas très cher parce que j'ai un vol aller-retour qui me coûte 80 euros et que quand on s'y prend à l'avance, les billets de train coûtent quasiment rien pour aller n'importe où dans le pays. Donc voilà. Donc c'est à vous de faire des recherches pour essayer de savoir un petit peu si ça colle. Mais n'hésitez pas quand même à avoir des idées un petit peu folles. Je me souviens par exemple qu'avec un copain, une fois on était parti au Guatemala, bon, c'était il y a longtemps, et c'était pas ce type de voyage, c'était plus un peu road trip et tout. Mais si vous regardez tout de suite les billets d'avion Paris-Guatemala Ciudad, c'est hors de prix, c'est 1500 euros, 2000 euros l'aller-retour. Par contre, le Guatemala, c'est un petit pays qui est juste à côté du Mexique, et les vols pour aller à Cancun, ils coûtaient 300 euros aller-retour, quoi. Donc on est allé à Cancun, au Mexique, et puis on a pris un bus pour aller jusqu'au Guatemala, et c'était aussi simple que ça. Donc n'hésitez pas à avoir des idées un petit peu folles, et ensuite voir comment vous pourriez réussir à faire rentrer ça dans votre budget. Ça peut vous aider à sortir un peu des sentiers battus, parce que malheureusement, en général, les billets d'avion les moins chers vont être vers des destinations très touristiques où il y a énormément de monde. Donc voilà, ça coûte pas cher d'aller à New York, ça coûte très cher d'aller au milieu je sais pas moi, au milieu du Botswana par exemple. Donc il va falloir faire avec. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre pays, donc moi je vais reprendre mon exemple de la Norvège, mais vous ça peut être un tout autre pays, il va falloir chercher le lieu dans ce pays dans lequel vous allez aller. Donc personnellement, j'utilise Google Earth. Je trouve que c'est vraiment génial comme outil. C'est un outil, un petit logiciel que vous téléchargez, qui est un petit peu différent de Google Maps. Parce que Google Maps, vous avez tout en 2D. Google Earth, vous avez tout en 3D. Et donc vous zoomez dessus. Et quand on zoome dessus, on voit comme une carte en 2D. Mais ensuite, si on appuie sur la molette et qu'on bouge un petit peu, on voit le paysage en 3D se dessiner avec les montagnes, avec les rivières, etc. Et c'est vraiment génial pour se rendre compte un petit peu de l'ambiance d'un lieu, de savoir s'il y a du monde, etc. Il y a plusieurs choses qu'on peut regarder du coup sur ces cartes-là. On peut regarder s'il y a de l'eau. Donc, par exemple, si vous partez en montagne pendant une semaine, vous pouvez voir si vous croisez régulièrement des cours d'eau quand vous regardez sur ces cartes-là. Si c'est dans un coin où les satellites passent régulièrement et que la définition est bonne. Si vous allez dans un coin très très loin et très sauvage, il n'y a peut-être pas forcément une bonne définition dedans, donc vous n'aurez peut-être pas ces infos-là. Vous pouvez voir les reliefs, savoir si tiens, cet endroit-là, il y a un col, je vais sûrement pouvoir passer, ou bien non, ça c'est une barrière rocheuse infranchissable, c'est pas possible. Ça vous permet de voir aussi s'il y a des routes, que ce soit pour y aller, pour revenir, ou au contraire pour les éviter. Là, personnellement, pour mon truc en Norvège, je sais que j'ai une route dans la vallée d'à côté, mais dans la vallée dans laquelle je vais aller, il n'y a pas de route du tout, il n'y a pas de maison, on voit sur les images satellites et tout ça, il n'y a pas de maison, pas de route, donc je suppose que c'est complètement sauvage. Ça vous permet aussi de voir des photos, donc ça c'est pas mal aussi pour vous faire une idée un petit peu du paysage qu'il y a dans le coin. Donc voilà, moi j'aime beaucoup Google Earth et je peux passer des jours et des jours à me balader sur Google Earth, à chercher des endroits, à me dire « Ouah, j'adorerais partir là-bas, etc. » Donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai trouvé mon coin en Norvège, à peu près au milieu du pays, où j'ai cherché en gros une zone suffisamment grande dans laquelle il n'y avait pas de route et qui répondait à mes contraintes, c'est-à-dire que je me déplace qu'en train, donc il faut que je parte d'une gare de train et que je revienne à une autre gare de train. Voilà. Donc ça répondait un petit peu à toutes ces contraintes-là. Ça vous permet aussi de voir éventuellement les dangers. Alors ça vous permet pas de tout voir, mais vous pouvez par exemple voir les dénivelés, et notamment si vous suivez une rivière, vous pouvez voir les dénivelés. Si vous voyez par exemple que sur votre rivière, elle est à 250 mètres d'altitude, 249, 248, boum, 222, vous pouvez supposer qu'il y a une grosse cascade, une grosse chute d'eau, et si vous comptiez faire une descente en kayak, c'est un peu mal barré, quoi. Donc voilà, ça vous donne un petit peu ce genre d'idée-là. Ensuite, une fois qu'on a sélectionné son lieu, donc on est vraiment sur une région très précise je dis n'importe quoi, peut-être 30 km par 30 km ou 40 km par 20 ou quelque chose comme ça. Mais maintenant que vous avez cette zone-là, il faut essayer de déterminer un itinéraire. Donc là, il va falloir voir déjà combien de temps de marche vous pensez faire par jour. Donc ça va dépendre de la saison, par exemple. Là, typiquement, pour la Norvège, si je voulais y aller au mois de décembre, faire du ski de randonnée, par exemple, je sais qu'au mois de décembre, on a dans certains coins 2 heures de soleil par jour.
Donc à ce moment-là, je sais que je vais pas pouvoir courir de longues distances tous les jours. Par contre, si j'y vais en plein été, je sais qu'il y a 16 heures de soleil par jour ou 18 heures de soleil par jour, et que même la nuit, il fait pas complètement noir. Alors ça veut pas dire que je vais marcher tout ce temps-là, hein. Je me donne un temps de marche de 7 heures par jour par exemple. Et après, selon l'environnement, on essaie d'estimer à quelle vitesse on marche. Si on est sur une route ou sur un chemin plat, on va dire, on marche à 3-4 km/h. Donc là, par exemple, je vais être dans de la forêt, il y aura des petits ruisseaux à traverser, etc. Donc je vais prendre une vitesse qui va être plus être aux alentours de 1,5 km/h, je pense, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, de ça, je peux me dire, bah voilà, je vais marcher 6 jours, à 1,5 km/h de moyenne, donc, enfin, je vais marcher 6 heures par jour à 1,5 km/h de moyenne, donc ça me fait 10 km par jour, et je vais marcher 6 jours, donc je peux faire théoriquement au maximum 60 km. Sauf que je préfère toujours prendre de la marge et me dire, bon, je vais essayer de marcher 40-45 km, quelque chose comme ça en tout. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Et ça vous permet de voir aussi les transports, quel mode de transport vous pouvez prendre, le train, la voiture, à quel endroit vous pouvez garer votre voiture, etc. Et donc ensuite, il y a des petits logiciels qui vont vous permettre de planifier un petit peu votre randonnée. Moi personnellement, j'utilise OpenRunner, qui était un truc qui était développé à la base pour faire pour les gens qui font du jogging, c'est-à-dire ou du running. Et donc l'intérêt, c'est que vous enregistrez votre itinéraire et ça vous dit exactement quelle longueur vous avez couru, à quelle vitesse il faut courir, etc. Mais ça marche nickel pour la randonnée, c'est vraiment super. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez zoomer sur une carte type Google Maps. Il y a plusieurs types de cartes, d'ailleurs, vous avez plus d'infos. Et vous allez mettre des points, autant que vous voulez. Vous pouvez très bien dire que vous mettez un point ici, un point là, et vous avez 5 km entre les deux. Vous estimez à ce moment-là que c'est une ligne droite, ce qui est rarement le cas. Ou alors, vous zoomez vraiment très fort sur la carte et vous voyez un petit chemin, ou bien vous voyez, là, il y a un petit lac à contourner, etc. Et vous mettez des points tout du long. Et vous allez faire votre itinéraire comme ça, comme si vous y étiez. Et lui, il va vous dire automatiquement à la fin quelle est la longueur totale de votre itinéraire, combien vous avez de dénivelé positif, dénivelé négatif. Il va vous faire votre, comment dire, votre profil altimétrique, etc. Donc c'est vraiment génial et ça permet d'estimer si du coup notre itinéraire est jouable ou pas. Donc ça c'est un bon moyen. Je vous invite vraiment à aller sur OpenRunner, c'est gratuit et ça marche vraiment très très bien, c'est super quoi. Et ensuite, une fois qu'on a validé ça et qu'on se dit cet itinéraire, il est dans le pays que je veux, dans l'environnement que je souhaite. C'est un... Je vérifie juste si ça... Oui, ça enregistre très bien. C'est un lieu qui me plaît, qui répond à mes critères. Tout marche bien. J'ai fait mon itinéraire. Si tout ça, ça rentre dans les cases, à ce moment-là, vous pouvez commencer à envisager à acheter des cartes topographiques du lieu pour les emmener avec vous, une carte ou plusieurs cartes. Il y a une solution de secours qui permet aussi de faire ça s'il n'existe pas de carte du lieu, c'est d'aller sur Google Maps cette fois-ci. Et sur Google Maps, vous avez dans les options un endroit où vous pouvez cocher relief. Donc plutôt que de voir la carte géopolitique ou la carte satellite, vous avez une carte des reliefs avec les différentes courbes de niveau. Et donc vous pouvez imprimer ces cartes-là au niveau de zoom que vous voulez. Et ça peut être très pratique, même si c'est pas aussi bien qu'une vraie carte topographique. Donc voilà. Mais au moins à ce moment-là, vous pouvez commencer à acheter, investir dans vos cartes et ensuite vous pourrez tracer votre itinéraire dessus. Donc voilà pour le lieu, le choix du lieu, voilà comment moi je procède. Dites-moi un petit peu vous comment vous procédez. Et une fois qu'on s'est occupé du lieu, on va s'occuper du matériel. Alors là, c'est encore un nouveau sujet. Là, pareil, il y a plein de choses dont on va parler dans les vidéos suivantes. Mais globalement, la première chose à faire, c'est une checklist. C'est de voir de quoi on a besoin exactement. Là, je vous invite fortement à vous inspirer aussi des checklists d'autres personnes sur Internet. Et en même temps que vous faites votre checklist, vous faites une estimation du poids de chaque chose. C'est un petit peu long et fastidieux. C'est aussi, au début, ça fait un peu bizarre de se dire, bon, j'emmène une brosse à dents, alors je prends ma brosse à dents, je la mets sur ma petite balance pour voir, alors 6 grammes, je note 6 grammes. Au début, ça fait un petit peu bizarre. Mais je vous assure que quand on se met à peser tous ces trucs, on se rend vraiment compte de l'avantage que ça procure par rapport au poids qu'on va supporter sur le dos pendant une semaine. Et il y a certains trucs pour lesquels on se dit mais ça c'est pas la peine, je vais pas le prendre au final, ou alors il y a une option beaucoup plus légère, enfin voilà. Un truc bête par exemple, vous prenez votre brosse à dents, vous prenez un tube de dentifrice. Le tube de dentifrice, je sais pas combien c'est, mais c'est peut-être 100 grammes le tube de dentifrice. Et d'habitude vous le mettiez dans votre sac comme ça. Sauf que là vous savez très bien que sur une semaine vous n'allez pas utiliser un tube en entier, et donc vous vous dites à ce moment-là, bah, peut-être que je vais prendre un tube
à 3/4 vide, où il reste qu'un tout petit peu, et du coup j'aurai plus que 20 grammes, boum, j'ai gagné 80 grammes. Si vous faites pareil sur le savon, si vous faites pareil sur les serviettes, sur le PQ, sur plein de choses, vous vous retrouvez au final à récupérer 2-3 kilos, et 2-3 kilos au bout d'une semaine de rando, je peux vous assurer que ça compte. Donc voilà, c'est vraiment important. Faire votre checklist, mettez dedans le matériel que vous avez déjà, combien ça pèse, ce que j'ai déjà, combien ça pèse, etc. Et ensuite, essayez de voir ce qui vous manque, et essayez de chercher éventuellement le meilleur ratio entre le prix que ça coûte et le poids que ça pèse, et puis si c'est utile ou pas pour vous, quoi. Il y a un forum pour ça qui s'appelle Randonnée Léger. Je vous invite à aller voir aussi là-dessus, c'est très très bien. Alors là, c'est un petit peu les extrémistes de ça, ils font de la mule, la marche ultra légère. C'est super intéressant parce que les mecs qui sont vraiment à fond là-dedans, c'est les spécialistes du poids, d'économiser, etc. Notamment, l'une de leurs philosophies, c'est de dire ça sert à rien d'acheter le matos dernier cri parce qu'il est un peu plus léger, 50 grammes plus léger, etc. et d'emmener toute sa maison sur son dos. Le meilleur moyen d'économiser du poids, c'est d'emmener moins de choses avec soi. Donc je peux comprendre que les premières fois, on a tendance à toujours emmener un peu trop de choses, et c'est normal, parce qu'on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être sûr, mais si jamais il se passe ça, et au cas où ça, etc. Moi-même, j'emmène encore beaucoup, beaucoup trop de choses sur mon dos, mais au fur et à mesure, du coup, on peut trier, enlever des trucs, et voilà. Donc voilà, faites votre checklist, et pareil, sur Randonnée Léger, il y a plein de gens qui postent des checklists avant de partir en voyage, et puis qui mettent dans leur compte rendu après le voyage, bah ça je m'en suis pas servi, ça j'aurais mieux fait d'en prendre plus, etc. Donc c'est très intéressant. Ensuite, pour votre matos, le matos que vous n'avez pas, il va falloir commencer à voir qu'est-ce que vous pouvez acheter. Là aussi, cherchez des comparatifs, cherchez des vidéos sur YouTube. Mettez, par exemple, si vous cherchez une vidéo sur un sac à dos, tapez le nom du sac à dos et mettez review en anglais ou bien test en français. Et puis voyez s'il y a des gens qui ont posté une vidéo. Et ça vous permettra de vous faire une idée. Vous verrez le sac, vous verrez ce que le mec arrive à rentrer dedans ou pas. Il vous donnera les avantages, les inconvénients. Et c'est presque mieux que d'aller en magasin. Bon, c'est pas aussi bien que d'aller en magasin, mais quand on n'y connaît rien, on se rend compte que les gens qui s'y connaissent, eux, ont plein de détails. Il y a plein de détails qui leur viennent à l'esprit, auxquels nous, on ne penserait pas à première vue sur le sac. Et c'est pareil pour tout, le sac, le réchaud, les bâtons de randonnée, les appareils photo, pour tout. La nourriture aussi, très important. Et d'ailleurs, la nourriture, on y passe. C'est aussi, moi je me souviens pour notre voyage avec les copains l'année dernière en Écosse, c'était vraiment le poste le plus complexe à gérer, parce que la nourriture c'est quelque chose qui va peser énormément, parce qu'on va consommer, je sais plus, par jour 600 ou 800 grammes, quelque chose comme ça, et si on prend sur 6 ou 7 jours, ça, on se retrouve à 4-5 kilos de nourriture par personne, et faut pas se planter, quoi. Donc faut trouver la bonne nourriture, et il faut pas en prendre trop peu, mais il faut pas non plus en prendre trop, parce que sinon on se retrouve comme des idiots à porter du poids pour rien. Alors c'est le bon côté de la nourriture, c'est qu'on va le mettre dans notre sac au début, donc au début notre sac va être lourd, et au fur et à mesure qu'on va marcher, notre sac va s'alléger, parce qu'on va manger de plus en plus les trucs qu'il y a dans le sac. Mais là aussi, il y a énormément de choses à dire, je vous ferai une vidéo spécialement là-dessus, parce que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on emmène des plats préparés, vous savez, les plats lyophilisés? Est-ce qu'on emmène plutôt... Est-ce qu'on emmène des fruits? Quel type de fruits? Est-ce qu'on cherche plutôt des aliments qui sont très forts en calories? Parce que du coup, si vous avez beaucoup de calories, vous allez prendre un poids moindre pour ingérer plus d'énergie. Donc vous allez économiser du poids en quelque sorte. Est-ce qu'il faut privilégier les trucs que vous aimez bien? Enfin voilà, il y a vraiment plein de solutions possibles. Il y a des gens qui partent vraiment en calculant tout, en se disant moi je vais prendre des cacahuètes parce que c'est très fort en calories, et puis limite ils vont bouffer quasiment que des cacahuètes pendant une semaine. Et puis il y en a d'autres qui vont dire ah non, si je pars en rando, si je me fais un petit feu le soir, c'est pour me faire plaisir, donc je vais emmener du roast beef, je vais emmener des patates, je vais me faire plaisir. Donc c'est vraiment chacun à sa sauce, mais c'est important de savoir où vous mettez les pieds et combien vous allez porter sur le dos pour pouvoir avoir ce petit plaisir de manger bien le soir, quoi. Et ensuite, il y aura la question de l'eau. Là aussi, c'est très important. Ça dépend vraiment de l'endroit où vous allez. Il y a des endroits où vous allez avoir de l'eau partout. Typiquement, quand on est allé en Écosse l'année dernière, au printemps, il y avait de l'eau partout. Donc, on aurait très bien pu partir avec une bouteille d'1,5 litre chacun et la remplir tous les 300 mètres s'il faut. Il y a de l'eau partout et en plus, elle est pure. Mais il y a des endroits où il y en a très peu, donc à ce moment-là, il faut peut-être avoir plus de réserves sur soi. Mais si on a par exemple 2 litres de réserve, ça veut dire qu'on va constamment porter 2 kilos de plus sur son dos. Donc il faut prendre ça en compte aussi. Et ensuite, dans la question de l'eau, il y a la question de savoir
Est-ce qu'on traite l'eau? Est-ce qu'on ne la traite pas? Et si on la traite, comment? Il y a plein de systèmes de traitement, de filtration différents. On en parlera aussi dans d'autres vidéos. C'est pareil, très très difficile de choisir au début son système de traitement. Pourquoi ça? Parce que si vous partez sur 6 jours, que vous consommez 3 litres d'eau par jour, vous n'allez pas partir avec 18 litres d'eau dans votre sac. Donc il va falloir récupérer de l'eau sur place. Et à ce moment-là, s'assurer que l'eau est propre et pure, ce qui est rarement le cas, ou alors avoir des systèmes qui vous permettent de vous garantir que l'eau est propre et pure. Donc voilà, encore une fois, il y aura énormément de choses à dire sur ce sujet-là. Ensuite, une fois qu'on a vu toute la question du lieu dans lequel on allait et du matériel qu'on allait emmener, on va voir le planning, comment on planifie notre voyage. Et là, la première chose à faire, je pense, c'est de trouver son mode de transport. Donc je vous ai dit comment on y va. L'avion peut être une solution, mais pas forcément la plus évidente. Si vous partez loin, évidemment, c'est l'avion. Par contre, il y a un certain nombre d'inconvénients à l'avion. C'est que par exemple, si vous avez un réchaud à gaz, vous ne pouvez pas emmener vos bonbonnes de gaz dans l'avion. Si vous êtes limité en taille de bagage aussi, par exemple, dans l'avion, il y a plein de choses qui ne sont pas forcément très pratiques. Ça peut être cher. Et aussi, surtout, une fois que vous êtes sur place, vous n'avez pas de moyen de transport. Vous arrivez à l'aéroport, vous êtes en général assez loin de la nature, et ensuite, il faut ou prendre un train, ou louer une voiture, ou voilà. Vous pouvez très bien éventuellement voyager en train, mais là, c'est pareil, vous êtes toujours forcé de rester près d'une voie ferrée. Et sinon, vous avez la voiture qui est un moyen de transport très très pratique, voiture, camping-car et tout. Mais là, du coup, vous avez un rayon d'action qui est un petit peu plus faible. Vous ne pouvez pas aller forcément très très loin avec votre voiture. Par contre, vous allez exactement où vous voulez, vous la garez où vous voulez. Et ça, c'est vraiment c'est le moyen de transport ultime parce que c'est adaptable à souhait. Donc une fois que vous avez trouvé votre moyen de transport, là pareil, on en reparlera aussi dans d'autres vidéos, comment trouver des billets d'avion pas chers, comment louer une voiture pas chère, voilà, comment choisir si on prend l'avion ou si on y va en voiture, etc. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de tester votre matos, de vous faire une rando test. Pareil, c'est ce que j'ai fait l'année dernière avant qu'on parte en Écosse. J'avais acheté plein de nouveaux matériels, ça faisait peut-être 10 ans que je n'avais pas fait de randonnée de plusieurs jours. Et donc, je suis parti 2 jours dans les Ardennes, qui avait un profil assez similaire à ce qu'on retrouverait en Écosse, avec des montagnes, des collines, de la forêt, des rivières. Et je suis parti tout seul avec tout mon matos pour tester, voir par exemple mon sac à dos. Je sais qu'il est très confortable quand il est léger, mais je ne savais pas par exemple s'il était lourd, comment ça se passait. Donc j'y suis allé volontairement, j'ai même rajouté du poids dedans parce que pour 2 jours, je n'avais pas beaucoup de bouffe. Donc j'ai volontairement emmené des trucs lourds pour que mon sac pèse 16-17 kg. Et j'ai pu me rendre compte qu'à 16-17 kg, ça faisait vraiment mal au dos, très mal au dos, au bout de quelques heures. Alors que à 14 kg, le sac à 13 ou 14 kg, il ne fait pas du tout mal au dos, il est super confortable. Il y a plein de petits détails comme ça qui vont vous permettre d'apprendre à connaître votre matos. Et quelque part, je pense que c'est important de tester dans un coin où vous savez que vous êtes en sécurité, vous êtes près de la civilisation, vous êtes dans un coin que vous connaissez. Parce que c'est toutes ces petites inconnues-là que vous pouvez rayer de votre liste et qui seront tout ça de problème en moins quand vous serez dans un coin super sauvage ou que vous ne connaissez pas dans un pays inconnu où vous ne parlez pas la langue et vous n'avez pas de moyen de communiquer avec personne. Donc voilà, c'est vraiment un bon moyen de faire ces tests-là. Ça vous permet de tout tester. Vous testez les bâtons de randonnée, vous testez la quantité d'eau que vous emmenez, est-ce que vous en buvez beaucoup, pas beaucoup. Vous pouvez tester l'alimentation que vous emmenez. Moi, j'ai testé par exemple le système des petits sachets en plastique, les petits sacs congélation là, pour mettre mes différents trucs de bouffe, et j'ai trouvé ça génial, j'avais jamais fait avant. Et ça marche très bien parce que c'est super léger, c'est totalement hermétique, et puis on prend ce qu'on veut, on referme, c'est nickel pour les bestioles, enfin voilà. Donc ça, c'était un bon test. Par contre, je vous disais, pour le sac à dos, je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses qui ne collaient pas. Ça permet de tester le montage de sa tente, comme ça permet de voir s'il manque des pièces, si c'est confortable, si on a chaud, si on a froid. Voilà, c'est, je pense, vraiment primordial de faire au moins une rando test avant de penser partir très loin. Surtout si vous partez en solo. Ensuite, dans votre planning, c'est important de prévoir des solutions de repli et de prévoir aussi la solution des secours si jamais vous avez un souci. Et de vous dire, voilà, vous vous mettez dans votre esprit, je suis là-bas, au milieu de la Norvège, un endroit totalement inconnu, je gère rien, il n'y a personne à 3 km à la ronde, je me tords la cheville, qu'est-ce que je fais? Ou bien je me mets à vomir toutes mes tripes, qu'est-ce que je fais? Ou bien si vous êtes dans un endroit où il y a des animaux dangereux, essayez de savoir justement, je sais pas, il y a un serpent qui me mord et il y a du venin qui rentre dans mon corps, qu'est-ce que je fais? C'est vraiment c'est les questions qu'il faut se poser avant de partir pour 2 raisons.
Tout simplement, bah déjà évidemment parce que si ça vous arrive sur place et que vous n'avez rien prévu dans votre tête, vous risquez un petit peu de perdre la boule et de ne pas réagir comme il faut. Et deuxièmement, ça vous permettra de partir beaucoup plus en confiance. Et notamment, je dis un truc idiot, mais si vous partez tout seul dans la forêt la nuit et que vous campez et qu'il n'y a personne à 3 km à la ronde, si c'est la première fois que vous faites ça, vous risquez d'avoir un peu les chocottes. Moi personnellement, j'ai fait ça une fois dans la vallée de la mort aux États-Unis et j'ai campé à un endroit où il y avait vraiment pas, il y avait pas un humain à 20 km à la ronde. Et j'ai eu les chocottes, honnêtement. Parce que le moindre petit bruit, le moindre truc, on se demande ce que c'est et on s'imagine toujours le pire. Et surtout au milieu de la nuit quand il fait noir, etc. Si vous savez que vous êtes préparé pour une piqûre de serpent, pour une maladie, pour je ne sais quoi, une indigestion et tout ça, vous allez être beaucoup plus confortable sur place et vous allez mieux vous sentir. Et donc c'est vraiment important de prévoir tous ces petits cas où ça se passe mal. Donc par exemple, la trousse à pharmacie, c'est hyper important de bien préparer ça. Vous voyez ça éventuellement avec une personne qui s'y connaît un petit peu en soins, quel médicament emmener, quel type de bandage, quel type de pansement, etc. Et les solutions de repli ou de secours, c'est si j'ai un truc très très grave, est-ce que j'ai moyen de prévenir quelqu'un? Il existe des petites balises GPS par exemple, ou bien est-ce que mon portable capte là-bas? C'est le genre de choses que vous pouvez vérifier avant. Voilà, il y a plein de solutions comme ça. Et les solutions de repli, c'est si j'ai un problème modérément grave, si genre je me tords la cheville, est-ce que je peux raisonnablement rejoindre la civilisation dans un laps de temps euh, honnête pour que je ne mette pas ma vie en danger, etc. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut considérer et envisager avant de partir. Et la dernière chose, ça va être votre budget, mais ça, ça va se faire essentiellement avec le transport aussi. Quoique, il y a le budget d'achat de matos aussi. Vous vous rendrez vite compte que si vous voulez acheter du matos un peu technique, très très léger et tout ça, ça coûte vite très cher. Et vous n'allez pas pouvoir tout acheter la première année. Moi, ça fait 2 ans que je suis dessus. Je suis encore loin d'avoir tout acheté. Et on achète un petit peu chaque année. Donc on fait des compromis. Par exemple, là, j'ai un tapis de sol qui est très lourd par rapport à d'autres tapis de sol qui protègent aussi bien, mais qui sont beaucoup plus légers. Pour l'instant, j'ai ça, mais j'achèterai quand j'aurai un petit peu plus de sous l'année prochaine. Enfin voilà. Mais il y a aussi le budget évidemment de vos vacances en gros, donc combien ça coûte pour acheter la bouffe, le matos que je veux acheter, et puis le moyen de transport, et voir si ça rentre dans votre budget. Donc voilà, tout ça c'est à planifier. Par exemple, là dans ma planification aussi, je sais que mes billets de train en Norvège, vous savez, je vous dis qu'il y a des billets de train vraiment très très peu chers si on les prend suffisamment à l'avance. En fait, c'est un nombre de places limité dans les trains qui sont à tarif fixe pour n'importe où en Norvège. Mais je sais qu'il faut les prendre, il faut être dans les premiers à acheter ces billets de train. Et on peut les acheter que, je ne sais plus, 3 ou 4 mois à l'avance. Et là, je vais partir dans plus que 3 ou 4 mois. Donc pour l'instant, je ne peux pas encore les acheter à ces dates-là. Donc j'ai noté dans mon agenda, dans mon petit calendrier, le jour où il faut que j'aille sur le site des trains norvégiens pour aller acheter mes billets de train, parce que ce sera le premier jour où j'aurai le droit de les acheter. Et du coup, je suis quasiment sûr de pouvoir acheter mes billets de train au meilleur prix. Voilà, ça demande un petit peu de planification, tout ça. Voilà, donc... En conclusion, ce type de vacances, ça se fait pas vraiment à l'improviste. On va pas se dire, tiens, ce week-end, je vais partir, j'en ai marre, je pars une semaine, je vais aller randonner dans le désert marocain. On verra bien ce qui se passe. Allez à Jacques Taest. Ou Inch'Allah, ça dépend d'où vous venez. Et puis, je pense que c'est pas une bonne idée de faire ça. Je pense qu'il faut vraiment s'y prendre à l'avance, bien planifier. Surtout si c'est les premières fois que vous faites ça, première, deuxième fois. C'est vraiment très très important d'être bien préparé pour être vraiment super relax quand on est sur place. Voilà, faites des tests, faites une rando test, testez votre matériel, éprouvez-le un petit peu. Je vous dis, le sac à dos, mettez avec beaucoup de poids, pas beaucoup de poids, voyez ce que ça donne. Les différents trucs que vous achetez, un petit réchaud que vous avez, faites-vous une fois un thé chez vous avec votre réchaud pour voir comment ça marche, si ça chauffe vite, pas vite, etc. Voilà, essayez tout ça. Et je vous dis, l'idée vraiment derrière tout ça, c'est de partir vraiment confiant, relax, parce que l'idée c'est quand même que ce soit des vacances et que vous soyez relax et que vous puissiez vraiment vous dépayser. Si vous stressez à toutes les 5 minutes pendant votre voyage, vous n'allez pas passer des bonnes vacances et vous n'allez pas être relax. Donc voilà, prévoyez votre budget, prévoyez toutes les questions de sécurité et puis soyez en confiance avec votre matos. Et voilà, c'est vraiment ça les points principaux. Donc je vous ai dit, ça fait déjà une grosse vidéo, je sais, mais vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses à préparer. Et on rentrera le plus dans le détail de tous ces points-là dans les semaines à venir parce qu'il y a beaucoup de choses à explorer quand même. L'air de rien,
C'est complexe tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aura donné une bonne idée de ce qu'on va aborder sur cette chaîne et puis que ça vous aura donné envie. Si ça vous a donné envie, je vous invite à vous abonner sur les petits boutons que vous connaissez, je ne sais pas où ils se trouvent. Abonnez-vous à la chaîne et puis cliquez sur la petite roue crantée à côté pour dire m'avertir par email. Comme ça, vous recevez un email à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et donc, du coup, bah, vous serez toujours à l'heure. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!